Just a second. I'm also adding. Alors, tout d'abord, merci d'être avec nous pour cette troisième journée et pour le panel Obstacles sur la route de la dépathologisation. La première présentation s'intitule la première présentation s'intitule Genre sanctionné, le cas unique des lettres de recommandation pour l'accès aux soins de santé par Teddy Goetz, qui est interne en psychiatrie à l'Université de Pennsylvanie et mène des recherches sur les aspects biologiquement et socialement déterminés des disparités dans la santé fondées sur le genre, avec Sage Bush, qui est agent de santé communautaire pour les personnes trans sans domicile fixe dans un centre de santé qualifié au niveau fédéral à Salt Lake City aux États-Unis. Et parmi les autoristes, il y a aussi Nat McClay, qui est diplômé du Hendrix College et étudiant en quatrième année à la faculté de médecine de l'Université de Boston, avec une spécialisation en psychiatrie. Du coup, Teddy, vous pouvez commencer la présentation. Hello, everyone. We just had a shuffle of order and I was confused about that. So Sage, if you want to turn the video on too, I'll start sharing my screen. Buen día, soy Teddy Girls. Vamos a empezar entonces. Okay. So my name is Teddy Getz and I am. Entonces mon nom c'est Teddy Gertz. Je suis résident en psychiatrie et aussi je travaille avec Ned Monkley qui n'est pas ici, mais il est aussi résident en psychiatrie, et aussi Sage Buch qui est aussi ici, qui est travailleur social. Alors, nous allons essayer de remplacer Anat tout ce qu'on pourra. On va parler du cas de lettres de référence pour assignation de genre. Actuellement, notre travail se base sur le WPATH SOC 7, les évaluations de santé mentale sont très importantes à l'heure d'évaluer la dysphorie de genre et quand on se pose la question si une personne est trans, et aussi elles sont importantes pour évaluer quel type de besoin peut avoir une personne post-chirurgie. Tout ça dépend du type de chirurgie réalisée. Très souvent, il faut une thérapie hormonale ici aux États-Unis et aussi il faut signer un consentement informé. Et aussi, il faut différentes autorisations. Normalement, il faut des lettres spécifiques. L'idée est de travailler et d'avoir plusieurs rendez-vous médicaux. Mais évidemment,
la quantité de rendez-vous va être différente. Et il est aussi important de savoir quel type d'expérience ils ont les patients. Les questions sont très variées, par exemple les besoins des chirurgies, aussi la préparation émotionnelle des personnes, l'appui sur lequel ils comptent les personnes après chirurgie, et ceci est centré très souvent sur les présomptions des personnes cisgenres et non, et pas nécessairement, elles reflètent, pas nécessairement, elles reflètent les besoins des personnes trans et leurs besoins de santé mentale. Le modèle a plusieurs problèmes et obstacles. Il existera toujours la charge financière de l'accès à la santé mentale, notamment s'il faut beaucoup voyager pour rencontrer un professionnel qui soit familiarisé avec la chirurgie de réassignation de genre. Ceci a un rapport aussi avec les entreprises d'assurance. Ce sont celles qui établissent avec quel thérapeute vous allez travailler ou quel chirurgien pour la dysphorie de genre. Et ce contrôle d'accès aussi implique entraîner que quelques problèmes entraînent et aussi l'hégémonie des personnes trans. Alors, c'est pour ça que ces évaluations sont un obstacle non seulement au sein de la communauté, mais aussi dans la bibliographie à l'heure de pouvoir avoir accès à une chirurgie de réassignation de genre. Alors, si nous avons quelques cas pour comparer. Alors, en tant que médecin, il y a très peu de cas dans la médecine où les patients doivent passer par une évaluation psychiatrique avant de suivre un processus. Le standard pour les patients trans est très élevé. C'est pour ça qu'il nous faut parler de quelques obstacles que certains parmi vous, vous les connaissez déjà, mais il faut le penser parce que ça, c'est une charge disproportionnée pour les patients en comparaison à d'autres procédures. Par exemple, une incision double, que c'est une chirurgie. Et alors, en théorie, ce serait un patient non-binaire qui s'appelle Kay, qui a 25 ans, qui n'a pas d'autres conditions médicales et qui veut se faire une mastectomie d'incision double. Kay, il travaille sous ces lignements et il aurait besoin d'une lettre de santé mentale qui évaluerait si cette personne est trans, vraiment comme pour pouvoir se réaliser le traitement. Et il faut essayer de prouver qu'il est, oui, du genre et qu'il mérite ce traitement. Et parfois, les évaluateurs sont des professionnels médicaux et psychiatrie et c'est difficile de trouver un professionnel comme ça. Il faut avoir aussi très souvent une relation à longue durée et très souvent, l'assurance peut ou non couvrir les frais du processus chirurgique. Et en plus, Kai, il n'est pas en train de réaliser une thérapie progestérone, mais ça serait un problème dans ce sens-là pour la préparation. Beaucoup d'entreprises d'assurance pourraient le faire obligatoire et ceci pourrait être un problème. Mais parfois, quelqu'un ne voudrait pas faire suivre une thérapie avec progestérone comme partie de son testostérone comme partie de son traitement. Et ceci indique un antécédent inaudit. Un autre cas. Cara, elle a 26 ans, elle veut réduire ses mâmes parce qu'elle a mal au dos et on ne lui fait aucune évaluation psychologique. Elle signe un consentement informé où elle établit les risques,
cicatrisation, etc. Mais ce processus n'est pas traité de la même façon. Deuxième cas, vaginoplastie, Cristal, 26 ans, femme trans, sans d'autres conditions médicales, elle veut se faire la vaginoplastie. Il a besoin de 2 lettres de santé mentale. L'assurance va couvrir une seule lettre qu'il lui faut. Et les 2 lettres doivent être récentes et signées par 2 personnes différentes. Et on requiert aussi qu'elle soit aussi en train de suivre un traitement hormonal. Différents obstacles. Par exemple, Cristal, elle habite à Utah et il n'y a pas là de fournisseurs qui puissent lui donner ses services. Mais l'assurance ne va pas couvrir aucun de ces professionnels. Alors, il n'y a pas seulement de barrières en termes professionnels, quant au temps, référence, etc., mais aussi d'autres barrières géographiques. Et ceci, évidemment, se centre aux États-Unis et dans d'autres pays ou d'autres marchés, ça peut être différent l'accès aux professionnels de la santé. Pour les comparer, si on voit une femme du même âge, cisgenre, qui veut un transplant de foie, l'évaluation psychologique pour ce cas, oui, il lui faut, dans ce cas-là, pour cette intervention, une évaluation psychologique, mais c'est une consultation unique, évidemment couverte par l'assurance, et cherche à évaluer que ce soit couvert et pris en charge les médicaments pour que le foie ne refuse pas le transplant, mais d'autres changements d'organes, on lui demande d'arrêter de fumer et on parle de l'évaluation et les consultations des travailleurs sociaux. Très souvent, il lui faut des soins les 24 heures, au moins 24 heures après chirurgie. Alors, on voit que les barrières et les obstacles pour les patients trans sont beaucoup plus grandes. Dans le troisième cas, on a une phalloplastie. Olivier, un homme trans, 33 ans, qui n'a eu d'autres interventions médicales. Alors, pour ça, il aura besoin de 2 lettres de professionnel de santé mentale, les mêmes obstacles, évaluation d'un endocrinologue, et c'est même s'il n'y a pas d'incidence. Quels sont les obstacles pour ces lettres de professionnels? Chacun de ces pas, ce sont 2 cas. On parle d'exemples pour pouvoir vous démontrer quelles sont les barrières, les obstacles additionnels. Mais si on suppose que Olivier, il n'est pas éligible de façon externe comme homme, alors rien n'arriverait de ces conditions. Et c'est pour ça que c'est entre guillemets parce que nous passer, ça serait le meilleur terme. Mais bon, bref, Olivier, il a un corps il est plus gros, il est assez, il n'a pas de poils du visage, alors il n'entrerait pas dans ces standards. Alors le chirurgien ne serait pas prêt parce qu'il y a un indice de masse corporelle élevé. Alors peut-être, comme on a parlé dans la présentation précédente, les chirurgiens vont peut-être directement refuser faire une intervention chirurgique dans une personne qui a une masse corporelle élevée. Et même s'il n'y a pas de bibliographie qui parle de cela, il faut aussi parler de la phobie trans et aussi de la phobie contre les personnes grosses. Et personne, ils ne veulent pas lui donner une anesthésie à une personne avec une masse corporelle élevée. Et d'autre part, Oscar, 33 ans, qui peut se faire une chirurgie bariatrique, l'évaluation psychiatrique, comme aussi dans le transplant d'organes, est similaire. Dans ce cas-là, une évaluation unique. On fait une évaluation où la personne comprend les risques et l'après-opération est long. Elle doit prendre des médications, des suppléments qui sont couverts par les assurances, et très souvent, il est exigé, il faut que
le fassent des professionnels plus communs. Alors, les complications pour ce genre de chirurgie sont beaucoup plus sévères que pour une phalloplastie. Il faut par exemple le processus d'un consentement informé et que les patients comprennent quels sont les effets secondaires, lesquels en réalité, dans ce type de chirurgie, sont beaucoup plus intenses et complexes et beaucoup plus difficiles à en avoir accès. Et en voyant ces cas et ces comparaisons, peut-être je peux vous donner une compréhension plus logique des obstacles et comment ils sont traités les patients de la communauté trans en essayant de suivre ces chirurgies de réassignation de genre. Alors, il y a beaucoup de barrières que cette population doit faire face au moment de suivre ces interventions. Un autre exemple, Sage. Alors, vous avez encore 2 minutes de présentation. L'un des modèles présentés a été du Mont Sinaï, où on a analysé quelles sont les conditions requises pour nos patients quand ils arrivent à la consultation et comment on peut minimiser les barrières pour ces consultations. On a fait une étude comparative, le pourcentage des patients qui ont accès à une vaginoplastie sous non-directive et celle de WPASS. Ils ont trouvé que 45% seront éligibles sous nos directives et dans leur directive, ils éliminaient la condition des 2 lettres aussi de l'évaluation de la santé mentale qui sont très vagues. Par exemple, on a établi qu'il n'y a pas eu d'essai de suicide ni de dommages personnels, ni aucune hospitalisation dans les derniers 6 mois. Hélas, ils ont aussi changé d'autres évaluations médicales qui, effectivement, doivent être faites par des professionnels médicaux, ce qui élimine des spécifications très importantes. Par exemple, ces individus qui n'ont pas beaucoup de ressources économiques, alors ils n'ont pas d'autres options pour atteindre les préparations de la chirurgie. Une option alternative, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, on essaye de travailler avec un modèle de consentement informé où on explique les bénéfices et les risques comme dans n'importe quel autre processus chirurgien. Aussi, on ferait aussi, si c'est nécessaire, l'évaluation de santé mentale. Et quels sont les défis d'un modèle de consentement informé? Que ces conditions requises de la part des assurances ne sont pas uniformes et que parfois, on peut comprendre qu'ils sont en train de sauter quelque part au moment de fournir les services de santé et que aussi, il faut que ce soit personnalisé selon le cas ponctuel de chaque patient. Nous, on croit qu'après avoir vu toutes ces réactions et tous ces documents, que le consentement informé serait la meilleure option, mais que aussi avoir un requis des lettres de recommandation, c'est un autre requis. Par exemple, pour les interventions de la partie supérieure du corps, il faudrait pas une évaluation psychiatrique. Alors, pour les interventions dans la partie inférieure du corps, où il y a beaucoup plus de risques, où on a besoin plus de soins après chirurgie plus importante, peut-être oui, il serait important de faire une évaluation de santé mentale dans une seule consultation. Aussi, il faut informer l'individu quels sont les traitements après chirurgie et les risques. Et pardon pour aller vite, mais ici à la fin de la présentation sur l'écran, vous pouvez voir afficher mon nom, mes noms de contact, aussi le nom de Sage, les informations de contact, les coordonnées de contact. Et nous, ici, nous sommes disponibles pour répondre à n'importe quelle question. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette Merci. présentation.
Maintenant, on va passer à la communication de Lee Ferrero, qui est cofondateur et porte-parole de Transat, une association trans en France depuis 2017 et qui est père accompagnant et anime des formations sur les transidentités. Et sa présentation s'intitule Accompagner et défendre les personnes trans dans l'accès aux soins de transition, état des lieux à Marseille, en France. Lee, je te laisse la parole. Bonjour, alors je peux pas rallumer ma caméra, est-ce que c'est normal? Bon, si vous pouvez, ça serait quand même mieux qu'on puisse voir mon visage pour je veux dire, voilà. Je n'ai pas de PowerPoint, déjà je vous souhaite la bienvenue à tous, à toutes pour cette présentation. Allumer ta caméra maintenant, je pense. Ah. Tu peux essayer d'allumer ta caméra. Oui, voilà, super. Oui, c'est quand même plus convivial comme ça. Ok, ben, je vous remercie tous d'être venus assister à cette présentation. Donc moi, je m'appelle Lee Ferrero, je suis... Juste désolé, un dernier point, comme c'est traduit en même temps en anglais, en français et en espagnol, est-ce que tu peux parler lentement pour être sûr que l'interprétation puisse se faire? Ok, merci pas beaucoup. de souci. Donc, je représente l'association Transat, qui est une association d'autosupport entre personnes trans, qui a été fondée à Marseille donc en 2018. Notre action, elle va concerner tout le territoire donc, de la ville de Marseille, qui est une ville du sud de la France, et plus largement toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui donc est une région du sud de la France où il y a beaucoup de zones rurales. Donc en fait, le public qu'on accueille, c'est un public qui est plutôt mixte, sociologiquement très divers. Marseille, c'est une ville qui est assez pauvre, où il y a un des quartiers les plus pauvres d'Europe, mais c'est aussi une ville où il y a des quartiers très riches. Donc c'est une ville qui a un profil socio-économique assez hétérogène, et on va réussir à recevoir au sein de l'association Transat des personnes de toutes les classes sociales environ. Dans ce contexte, donc, j'aimerais revenir dans cette présentation sur le contexte français de prise en charge des transitions médicalisées. Nous, à l'association Transat, on fait de l'autosupport, mais également de la formation, sensibilisation pour les médecins, ce qui veut dire qu'on est à la fois du côté accompagnant des personnes, mais aussi du côté formateur pour les médecins, les travailleurs sociaux, mais aussi le grand public. Il nous tient à cœur d'être dans une démarche d'éducation populaire, c'est-à-dire de faire en sorte de donner à tout un chacun les outils pour agir et comprendre contre la transphobie. Voilà, donc je vais peut-être dans un premier temps commencer par vous présenter le contexte français en termes légaux de prise en charge des transitions médicalisées. Ce qui signifie que, en fait, si on comprend bien ce qui se passe, il s'avère que le problème pour l'accès aux soins pour les personnes trans en France va être vraiment dû à un verrou juridique. Il y a quelques années, c'était un verrou médical. Il y a encore un grand besoin de sensibilisation. Mais aujourd'hui, le verrou, il est surtout juridique. Donc, c'est important de revenir sur le code de la santé publique, donc la loi en France, en ce qui concerne la prise en charge des soins de santé. Dans le code de santé publique, il y a notamment précisé que toutes les personnes peuvent avoir le libre choix de leur professionnel de santé. Ça, c'est très important et il n'est également rien précisé sur le fait, comme on l'a vu lors de la présentation précédente, qu'il y aurait besoin d'une attestation psychiatrique. Par contre, il est très clairement posé en droit français, et là, il s'agit du code pénal, que les personnes ne doivent pas être discriminées dans l'accès aux soins. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on ne doit, à situation égale, on ne doit pas demander plus à quelqu'un parce qu'il est transgenre, comme on ne doit pas demander plus à quelqu'un parce qu'il est racisé ou parce qu'il est handicapé ou parce qu'il est gros. Il y a un principe d'égalité devant le service public, et cette égalité devant le service public, elle doit également concerner l'accès aux soins.
Donc techniquement, une personne trans en France aurait le droit, pour n'importe quelle démarche de transition médicalisée, que cela soit une hormonothérapie, que cela soit une chirurgie quelle qu'elle soit, que cela soit de l'orthophonie ou encore de l'épilation, elle pourrait être en droit d'aller voir n'importe quel professionnel de santé. Et ça, en droit, ce serait censé marcher. On va prendre l'exemple de l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, elle peut être prescrite en France par un endocrinologue, mais aussi par un urologue, par un gynécologue ou par un médecin généraliste. Et d'ailleurs, les médecins généralistes peuvent prescrire des hormonothérapies. Ils le font pour les personnes cisgenres, puisque la pilule contraceptive, c'est une sorte d'hormonothérapie. Donc, en soi, une personne trans qui veut commencer une hormonothérapie en France, elle aurait simplement à aller voir son médecin généraliste et à demander cette hormonothérapie. Sauf que ce n'est absolument pas ce qu'il se passe. Et ça tient à des raisons historiques qui font que le droit commun, en fait, n'est pas respecté. Historiquement, en France, la prise en charge des personnes trans s'institutionnalise à partir des années 80, fin 80-90, où est créée une association qui s'appelle la Société de prise en charge du transsexualisme, qui s'appelle SOFECT, et qui a récemment été dissoute. Veuillez m'excuser. Voilà. Donc, cette Société française de prise en charge du transsexualisme, c'était une association professionnelle médicale qui donc servait à regrouper des médecins qui suivaient un protocole extrêmement rigide. Ce protocole, il ressemble beaucoup aux versions aux versions antérieures de la WPATH et il comprend notamment un test de vie réel, c'est-à-dire le fait d'obliger la personne à se présenter comme stéréotypiquement son genre affirmé. Par exemple, on va être sur des choses qui sont normativement très marquées. Dans ces équipes protocolaires, chez ces médecins donc, qui ont fondé la Société française de prise en charge du transsexualisme, eh bien, il était requis pour une femme trans de se présenter en jupe, maquillée, avec des talons. Il était requis pour cette personne de faire un coming out dans son milieu professionnel. Comme on l'a vu lors du précédent exposé mené par mes collègues, il était requis que cette personne-là ne soit ni intersexe, ni séropositive, qu'elle ne soit pas en dépression, et il était requis qu'elle passe par une évaluation psychiatrique de plusieurs années, à l'issue de laquelle ces équipes-là mettaient en place une concertation pluridisciplinaire, c'est-à-dire une réunion regroupant plusieurs médecins qui donc aller approuver ou non le cas de cette personne. Historiquement, les médecins qui ont fondé la SOFECT, ce sont des médecins qui assumaient leur transphobie et qui l'assumaient d'une façon tout à fait franche et honnête, c'est-à-dire que pour ces médecins, la transidentité, c'était une maladie, ils ne s'en cachaient pas, et c'était une maladie incurable, c'était une sorte de délire mental incurable. Et donc, par conséquent, on a des écrits de ces personnes que vous pouvez retrouver aisément. Il s'agit de Colette Chilan, Mireille Bonnier-Bal, le docteur Révol, le docteur Cordier. Vous pouvez retrouver toutes ces personnes. Elles ont écrit des livres dans lesquels elles exposent que la transidentité étant une maladie psychiatrique, la seule indication pour avoir accès à une transition médicalisée, c'est finalement de tenter de se suicider, et les démarches de transition médicalisée, ce seraient des soins palliatifs. Donc, depuis quelques dizaines d'années, on a quand même beaucoup évolué. Et au fur et à mesure du temps, même au sein de la SOFECT, des médecins qui n'étaient absolument pas d'accord avec ces prises de position ont intégré l'association. Et donc, on s'est retrouvé avec un clivage interne. Ce qu'il est également important de noter, c'est que en France, comme on l'a vu précédemment, il n'est pas nécessaire de passer par ces équipes protocolaires. Ces équipes protocolaires, elles existent, mais néanmoins, en vertu du droit commun, il est tout à fait possible de choisir n'importe quel médecin. Le problème est qu'au cours du temps, ces équipes protocolaires sont devenues hégémoniques.
Et comme elles sont devenues hégémoniques, les facultés de médecine, les médecins de façon générale, continuent à renvoyer vers ces équipes-là. Et donc, les personnes continuent à être soumises, lorsqu'elles passent à ces équipes-là, à une validation pluridisciplinaire de plusieurs années, et donc à un carcan normatif très fort. En libéral, il est vrai que la discrimination et les refus de soins demeurent vraiment nombreux, avec des lettres de recommandation de psychiatres, des attestations psychiatriques qui sont encore majoritairement demandées, même par les endocrinologues ou médecins généralistes en libéral. Et justement, donc on va passer, après ce petit point légal, à la situation marseillaise et au travail de terrain qu'on essaie de mener sur Marseille pour essayer de se dépatouiller un peu, enfin de faire avec cette situation qui est fort complexe. Fort complexe parce qu'il y a un troisième acteur, donc les médecins privés, les médecins publics, en hôpital public, qui majoritairement faisaient partie de la SOFECT. Et puis, il y a un tiers acteur, c'est l'assurance maladie. Alors, vous savez qu'en France, on n'est pas sur un système d'assurance privée, on est sur un système de sécurité sociale publique. Et donc, toute personne peut prétendre à un remboursement de soins. Alors, tous les actes ne sont pas remboursés, notamment les actes considérés comme esthétiques ne sont pas remboursés, mais néanmoins, un grand nombre d'actes sont remboursés. Et en fait, les actes de transition médicalisée sont remboursés dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle affection longue durée ou ALD. Cette affection longue durée, elle est demandée au service de sécurité sociale. Et ensuite, elle ouvre le droit à un remboursement total, normalement, des démarches de transition médicalisée pour la personne. Et en fait, on va considérer que on va constater plutôt que les freins, en fait, sont à plusieurs niveaux. Que les freins sont à la fois donc du côté des médecins, mais également du côté de l'assurance maladie, qui a des conditions de remboursement qui vont être largement différentes d'un endroit à un autre et selon la caisse dont dépend l'assuré donc de l'assurance maladie. Il reste un petit peu moins de 5 minutes. D'accord. Alors, je vais développer l'exemple marseillais et Voy a desarrollar el ejemplo de on Marsella essaie de mettre en place. que tratamos Là, j'entends la traduction en implementar. espagnol, du coup, ça va être un petit peu pénible. Merci. Donc, sur Marseille, il faut savoir que du point de vue national, il y a eu une grosse évolution et nous, à Transat, on a la chance de faire partie de l'association médicale qui a remplacé la SOFECT lorsqu'elle s'est dissoute. Cette association-là s'appelle Transsanté. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais c'est une occasion pour nous de porter un plaidoyer auprès de médecins qui donc viennent de toute la France, qui sont à la fois des médecins libéraux, mais aussi pour beaucoup issus des équipes protocolaires, et donc de faire changer les mentalités. Sur Marseille, avant que Transsanté existe, on faisait déjà bien sûr du plaidoyer auprès des médecins et auprès des médecins locaux. Il y a eu la mise en place, à laquelle on a participé, d'un centre de santé géré par l'association AIDE, dans lequel une médecin généraliste prescrit des traitements hormonaux sans demander aucune attestation psychiatrique que ce soit. Cette médecin travaille sur la base du consentement éclairé. Néanmoins, on a eu bien sûr des cas limites où la médecin refusait de prendre en charge certaines personnes, notamment lorsqu'il y avait un background dépressif ou des pathologies, des pathologies par exemple de type psychiatrique ou un handicap. Donc on a beaucoup sensibilisé cette médecin, on a sensibilisé d'autres médecins et aujourd'hui la stratégie qu'on met en place, c'est qu'on essaie de sensibiliser tous les médecins traitants pour que la prise en charge de demain au niveau de l'hormonothérapie soit une prise en charge au niveau du médecin traitant de façon simple et rapide. Pour ce qui est des chirurgiens,
on a une chirurgienne qui nous soutient quasi inconditionnellement, et je vais m'attarder un petit peu sur cette situation parce qu'elle est très intéressante. Cette chirurgienne-là, elle a été menacée par un certain nombre de médecins, également par le Conseil de l'Ordre. C'est également le cas de la médecin généraliste avec laquelle nous travaillons, ainsi que par son hôpital, hein, pour ce qui est de la chirurgienne. Elle travaillait à l'hôpital européen, elle a quitté l'hôpital européen à l'heure qu'il est, parce que l'hôpital européen l'empêchait d'opérer des personnes transgenres. L'argument était toujours le même. L'argument était, vous ne suivez pas le protocole validé par la SOFECT, qui s'appelle protocole Cordier, hein, qui est un protocole consultatif qui n'existe pas vraiment en droit de la sécurité sociale, hein, qui a juste été validé par une instance française qui s'appelle la Haute Autorité de Santé. Donc en gros, c'est une recommandation. Comme elle ne suit pas cette recommandation, elle ne demande pas d'attestation psychiatrique, elle a eu des freins monumentaux, avec la sécurité sociale qui a menacé de ne plus la payer, avec l'ordre des médecins qui a menacé de la sanctionner, et avec l'hôpital qui a menacé donc de ne plus lui réserver de salle de bloc. Donc, dans ces circonstances, cette médecin a commencé à demander des autorisations, des attestations psychiatriques et à monter des concertations pluridisciplinaires avec un collègue psychiatre de connivence qui, en fait, laissait passer tout le monde. Voilà. Donc là, on voit bien que le verrou, en fait, il est juridique. Si les médecins, même quand les médecins sont sensibilisés, il arrive fréquemment qu'ils ne puissent pas, en fait, exercer sereinement leur métier et faire en sorte de prendre en charge les personnes sans les discriminer, sans leur demander d'attestation psychiatrique, puisque, en fait, le système les prend en étau. Il est donc nécessaire aujourd'hui de penser une prise en charge qui soit à la fois respectueuse des personnes et à la fois respectueuse des médecins au sein de leur exercice et qui permette de protéger efficacement les deux, en fait, puisque actuellement, ça n'existe pas. Le droit commun, c'est bien joli, mais ça ne permet pas de poser explicitement les choses et nous nous retrouvons face à des problèmes de remboursement par rapport à la sécurité sociale qui sont extrêmement importants. Par exemple, nous avons de nombreuses personnes avec lesquelles nous sommes obligés de lancer des recours amiables, voire des recours contentieux en justice pour qu'elles obtiennent des prises en charge de sécurité sociale. En fait, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, qui aurait peut-être mérité un schéma, mais là, par exemple, une mammectomie, comme c'était expliqué dans l'exposé précédent, une personne qui veut une réduction mammaire, elle n'a pas besoin d'attestation psychiatrique. Une personne qui veut une mammectomie, aujourd'hui en France, c'est un acte qui pourrait être passé comme réduction mammaire, en fait, hein, tout simplement. Mais les chirurgiens ne le font pas. Au lieu de ça, ils se basent sur le protocole Cordier, demandent une entente préalable, qui est un dispositif administratif de la sécurité sociale auquel la mammectomie, normalement, on n'en a pas besoin, n'a pas besoin de le demander normalement pour une mammectomie. Or, à toutes les personnes trans, ils demandent cette entente préalable, alors que pour les personnes cis, ils ne le demandent pas. Du coup, la sécurité sociale ne sait plus quoi penser. Elle voit arriver des demandes d'entente préalable pour un acte qui normalement n'y est pas soumis, et donc soit elle se base sur le protocole Cordier et elle regarde s'il y a attestation de psychiatre, suivi psy depuis 2 ans, etc., soit elle renvoie la demande en disant « cet acte n'est pas soumis à entente préalable, pourquoi m'avez-vous envoyé quelque chose dont on n'a pas besoin ?» Comme on est donc dans cette logique où les personnes ne sont pas prises en compte, où le cas particulier des personnes trans n'est pas pris explicitement en compte par le droit, ni les personnes, ni les médecins, ni la sécurité sociale n'y trouvent son compte. Et aujourd'hui, donc je vais boucler la boucle, nous essayons d'œuvrer à l'association Transat au sein d'une association qui s'appelle Transsanté, qui en fait est née de la volonté de nouveaux praticiens de la SOFECT de dissoudre la SOFECT et d'en finir avec le protocole Cordier. Il faut savoir qu'au niveau international, et ce sera mon mot de conclusion, parfait, merci. Au niveau international, les standards de la WPAF rendent quasiment facultative toute attestation psychiatrique. Il n'y a aucune mention qui est faite de concertation pluridisciplinaire entre médecins qui soit obligatoire. Les tests de vie réelle ne sont plus d'actualité. Il devient donc urgent pour la France de se mettre à jour dans son protocole de soins, et les associations et les médecins, puisque dans cette nouvelle association professionnelle qui est
de Transsanté, il y a des personnes trans, des associations et des médecins, que ce soit des libéraux ou des hospitaliers. Nous essayons de construire ce nouveau protocole de prise en charge. On est à un tournant historique de la prise en charge en France et on espère pouvoir construire, ou du moins contribuer à notre humble mesure, de nouvelles pratiques basées sur le consentement éclairé et avec les médecins généralistes en première ligne. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Vous pouvez consulter la page Facebook de l'association Transat. On a fait un guide avec notamment de bonnes pratiques médicales qui s'appelle Comprendre les transidentités, un guide à l'usage des personnes cisgenres. Vous pouvez également le télécharger sur le site de la DILCRA. Je n'ai pas eu le temps de développer tout ce que j'aurais aimé développer dans le temps imparti. N'hésitez pas à me poser des questions dans la session de questions-réponses qui suivra. En vous remerciant beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Maintenant, on va passer à « Nous sommes tous dans une relation abusive avec le système de santé, mémoire collective de la santé trans » par Charlie Davis et Washington Silk. Vous pouvez commencer la présentation. Buenos días, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Si vous, mes co-présentateurs sont en train de se brancher. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, Washington et Chauvin, nous allons parler de cet article. Nous sommes tous dans un entretien avec relation avec le système de santé. Nous travaillons au Canada, en particulier sur la région de Waterloo, que c'est près de Toronto. Je suis Charlie, je suis étudiant de doctorat et je travaille à WASH et j'aimerais que mes collègues se présentent également. Moi, je suis Washington Silk, je suis thérapeute à la région de Waterloo et j'aimerais parler sur notre territoire à Tawandarong. C'est un territoire neutre de peuples Adesenawe et nous avons la superficie de la région est de 150 000 acres et l'on reconnaît aussi les personnes régionales de la terre. S'il vous plaît, ils parlent trop rapidement, l'interprétation ne peut pas se faire comme ça. Merci beaucoup. D'accord. À Ontario, en 2016, on a fait un changement fondamental. Comment la santé des personnes trans pouvait être mettre en pratique. On a travaillé avec des médecins généraux pour les soins des personnes trans par rapport à la thérapie hormonale, aux chirurgies et aussi à d'autres types de soins. Cependant, le fournisseur de santé, quand cela s'est passé, il n'avait pas l'éducation nécessaire pour fournir le service et pas mal de fois, ça ne faisait pas partie du programme. Beaucoup de médecins qui donnent ces soins dépendaient en fait des standards précédents. Il y avait besoin d'une lettre qui est également donné dans la province. Lorsque ce processus avait lieu, cela n'était pas fait d'une façon telle que cela aidait les personnes trans.
pas mal de fois, cela affectait l'autonomie des personnes, la stigmatisait, etc. Nous savons que pas mal d'étudiants ne sont pas donnés la formation nécessaire. Et voici la raison pour laquelle il faut fournir cette formation, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas accès à ces formations dans la faculté, dans le cours généraux. Il y a un autre obstacle important, c'est le manque de clarté par rapport à qui est-ce qui doit fournir cette formation, que ce soit un endocrinologue, des médecins généralistes, un psychiatre, etc. Dans ce sens, pas mal de fois, les personnes font un parcours à travers tous les systèmes de santé sans vraiment savoir avec qui ils doivent parler. Et merci, excusez-moi, je suis en train de parler un peu trop rapidement. Ce vide dans le système de santé ont eu comme résultat le débat de la part des défenseurs et des académiciens pour donner plus d'autonomie de la santé aux personnes trans dans leur transition. Cela comprend comment les personnes sont classées elles-mêmes, si les personnes doivent se présenter d'une certaine façon pour un médecin ou une médecine puisse leur fournir ces soins de réassignation des genres, comment traiter les personnes trans de façon indépendante et créer leur identité trans et pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs de transition. Ces conditions d'avoir une lettre de dérivation, disons, pour faire la chirurgie, nous croyons que c'est une violation de l'autonomie des patients trans. L'étude que nous avons faite utilise quelque chose que nous appelons le travail de mémoire collective, était fondé sur les perspectives féministes qui permettent aux chercheurs et des participants de se concentrer sur les expériences collectives et comment ces expériences peuvent être liées à des facteurs plus larges du point de vue systémique. Dans l'étude, nous avons demandé aux participants d'écrire, de souvenirs en troisième personne d'une expérience négative, une expérience positive dans le système de santé. Ils ont écrit ces mémoires en troisième personne. On leur a demandé de donner la plus quantité de détails possible. Pourquoi est-ce que nous avons fait ça? Pour que les personnes puissent prendre ces souvenirs et parler d'eux-mêmes, mais se concentrer sur les expériences en elles-mêmes. En général, nous avons 6 participants entre 17 et 30 ans. 5 participants se sont identifiés comme des personnes blanches et une personne du sud de l'Asie. En général, au total, ça a été un groupe de 3 sœurs où le facilitateur a été également un participant qui a aidé les participants à explorer les contenus de souvenirs tout en suivant ces lignes directrices. De quoi s'agit l'histoire, qu'est-ce qu'elle signifie, quelle est la perspective de l'auteur et qu'est-ce que cela signifie d'être trans et d'avoir l'expérience de l'attention, de soins de santé dans cette histoire. Tous les participants, en fait, ont fait partie de l'analyse des histoires et ils sont arrivés à des accords collectifs sur l'essence des histoires, les intentions de l'auteur ou de l'autrice par rapport à d'autres personnes. Puis, le facilitateur a demandé les participants et les participantes, est-ce que ces groupes de soins de santé, comment informez-vous des expériences trans et quelles sont les implications de ces messages au niveau personnel et structurel?
le résultat. Je vais me concentrer sur les résultats des citations de participants. Vous voyez ici sur l'écran le mot qui ont une source disons, de lettres différentes. Ça, ce sont les citations des participants. Le sujet principal ou l'analogie principale ou métaphore principale des participants qui ont utilisé par rapport à leur participation correspond à cette idée de l'interaction avec les systèmes de santé et comment la relation pouvait être toxique. Les participants, en premier lieu, ont parlé de ça dans ce qu'ils disaient, c'était sur la citation. Dalia dit qu'est-ce que c'est que le système de santé? C'est comme entrer dans une relation abusive avec quelqu'un et on ne sait pas si cela va être bon ou mauvais. Mais si on veut ou ne veut pas être là, on est stagné dans cette situation. C'est comme être stagné dans une relation abusive. Nous ne pouvons pas échapper à cette relation jusqu'au jour de notre mort. C'est comme quoi on espère que le meilleur va passer, comme si le système de santé est de bonne humeur. Est-ce que je dis ce qui est correct? Et Sarah dit, mais en réalité, ça c'est une très bonne analogie. Dans cette analogie, donc, nous trouvons trois composantes principales. Le premier, c'est le pouvoir du système de santé sur les personnes trans, le manque de responsabilité par rapport aux soins que nous recevons, et puis la charge émotionnelle de ces interactions sur nous tous et toutes. Vous avez 5 minutes. OK, merci. La première. Donc, ces pouvoirs qui n'est pas toujours reconnu, est concentré, ces processus de contrôle d'accès ou de difficultés d'accès que pas mal de présentatrices d'aujourd'hui ont déjà expliqué très bien. Donc, dans notre étude, ce contrôle ou ces difficultés d'accès a été illustré sur l'histoire de deux participants. La première, c'est celle de Knox, s'est concentré beaucoup sur tout le mémoire négative, les expériences qu'ils avaient eues au moment d'être aux cliniques en tant que jeune, clinique d'identité des genres. Il a allé à beaucoup de consultations pour pouvoir prouver qu'elle était une personne trans. Cette main cette main levée, c'est pour faire une question à moi? Non, vous pouvez continuer. Alors, OK, merci. Donc, il fallait prouver qu'ils étaient des personnes trans. Cette clinique a commencé à remettre à plus arrière les consultations jusqu'à arriver à la personne arrivée à une âge, une fois qu'il dépassait l'âge où il pouvait le recevoir. Knox puis a pu commenter une expérience positive quand plus tard, en tant qu'adulte, a pu avoir une consultation avec un endocrinologue qui a pu répondre à toutes ces questions. Nous avons également l'histoire de H qui n'a pas eu l'accès aux services de santé quand il en avait besoin au Canada. Mais comme ils étaient des étudiants internationaux au Canada, ils sont allés aux États-Unis où ils ont pu faire une consultation avec un endocrinologue. On lui a donné une consultation informée et après cette consultation, il a obtenu toutes les informations nécessaires pour sa transition. Quand on parle de ces deux histoires, je dois être un peu évasif, disons, un peu précis quant au terme que je choisis, ce qui définit notre identité. Dans ces cas, dans les cas de H et de Knox, c'était très différent des expériences de transition et l'on sent comme quoi que le docteur nous disait que nous avons le contrôle de comment la transition va être faite, si je suis ou non une personne trans. Le fait de devoir écouter ces choses-là ou qu'on dise ce type de choses-là, c'est ridicule.
il existe aussi cette notion que les personnes trans ont la charge de la responsabilité de devoir faire de plaidoyer nous-mêmes. Un souvenir pour le cas de Sarah. Elle a dit que quand elle a voulu aller dans sa clinique, elle a pu écrire son nom et son pronom sur l'histoire clinique, mais étant l'infirmière que le prestataire de santé a utilisé un autre prénom, ont utilisé le prénom incorrect. Et les prestataires de santé n'a pas dit, n'a pas reconnu que c'était mauvais le nom que c'était sur l'histoire clinique. Ces souvenirs que ça raconte montrent que les docteurs montrent une certaine réticence à assumer la responsabilité. Par contre, ils disent que c'est le patient qui a tort. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais continuer sans la citation de H. Et cela dit que c'est l'attitude typique des docteurs. Rien, c'est de leur faute. C'est toujours la faute à quelqu'un d'autre. Oui, la faute, c'est toujours à d'autres et même. Il nous reste 15 minutes. Il nous reste 15 minutes de cette session. Donc, si tu peux conclure un peu. Je vais aller à la conclusion, d'accord? Quelles sont les implications, ce que on doit faire vers l'avenir? La recherche, les travaux à Ontario montrent que les personnes trans ne peuvent pas avoir accès aux services de santé parce que ceux-ci n'ont pas été conçus pour nous. Donc, pour l'avenir, ce que nous devons faire, c'est essayer d'identifier ces obstacles, ces barrières dans le système et essayer de les changer. Spécifiquement, ces barrières et obstacles. Cette étude fait partie d'une recherche plus vaste dans laquelle nous voulons créer et organiser des conférences médicales organisées par des personnes trans pour des prestataires de santé et de cette façon leur donner les informations dont ils ont besoin pour pouvoir être plus préparés pour fournir un service meilleur pour notre communauté. Je vais finir ici parce que je sais que je n'ai pas plus de temps, mais j'ai téléchargé Mediapro Online sur la plateforme et vous pouvez me mettre en contact avec moi si vous voulez. Merci. Merci pour votre présentation. On va passer à la dernière pour ce panel qui est « Pas de fierté sans santé » par l'Assemblée trans, travestie et non-binaire pour la pleine santé. Pao, je pense que vous pouvez y aller. Bonjour, bonsoir. Nous sommes de l'Assemblée trans extraordinaire pour la santé intégrale et nous apportons cette présentation qui s'appelle « Sans santé, il n'y a pas d'orgueil » à partir du Buenos Aires, l'Argentine et pour tout le pays. Nous avons un système de santé en Argentine divisé en 3 niveaux de l'État public, d'œuvres sociales syndicales et dans le secteur privé que chacun peut payer à part. Nous avons une loi d'identité des genres qui garantit que toutes les interventions de santé transitionnelle, chirurgicale, hormonelle, etc., soient garanties pour n'importe quelle personne sans devoir faire n'importe quelle démarche administrative ou judiciaire, sans avoir besoin de la rectification des documents d'identité et sans devoir démontrer la volonté
d'intervention chirurgicale ou de n'importe quel type. Ceci dans le cadre de notre série de droits conquis dans les dernières années, tels que le mariage égalitaire qui enlève toutes conditions requises d'intervention. Nous avons une loi de santé mentale qui dépathologise les activités trans, les identités trans ou qui interdit la stigmatisation. Ces lois d'identité des genres garantissent également la rectification des documents pour des mineurs avec le consentement de la famille ou judiciaire, avec l'intervention d'un avocat qui garantisse les droits pour les mineurs et qui permet aussi, avec l'autorisation, certaines interventions de santé transitionnelle pour les enfants de 16 à 18 ans. Nous avons la possibilité de garantir que le nom, le prénom choisi soit respecté dans n'importe quelle circonstance où la personne trans doit être appelée au public et donc garantit particulièrement les droits des enfants et des adolescents à utiliser leur prénom à n'importe quel type de registre, c'est-à-dire dans les écoles, les centres de santé et dans d'autres espaces publics. Toute personne trans peut utiliser son prénom sans devoir faire une modification de registre. En 2018, notre ministère de la Santé a été clôturé par un gouvernement néolibéral transformé en secrétariat. Il y a eu des protestations et des manifestations dans tout le pays en réclamant l'accès à la santé sans restriction. En 2019, devant le manque d'hormones, le manque d'hormones et la difficulté pour accéder à des traitements de santé, on a conformé cette assemblée en réclamant notre traitement. On s'est manifesté dans maintes reprises devant le ministère de la Santé et dans d'autres espaces publics de la ville de Buenos Aires pour réclamer l'accès à nos droits. On a conformé une assemblée de plus de 150 personnes. Ici, on voit quelques images des manifestations dans les rues. Et pendant 2020, en pleine pandémie COVID-19, quelques de nos activités ont été transférées à des espaces virtuels, même si on a continué avec le travail sur le terrain, sur le champ, surtout en accompagnant des situations d'extrême vulnérabilité. En 2020, on a aussi discuté dans notre pays une loi d'accès au travail pour les personnes trans et travestis non-binaires et on a fait quelques cycles de formation et de politique pour accompagner ce processus avec d'autres organisations de tout le pays. On a atteint l'aval d'un accès des personnes trans pour le travail dans le public et le privé. On a travaillé aussi en réseau avec d'autres organisations comme le Recours Zéro Trans. Nous vous invitons aussi à visiter. C'est un espace numérique qui concentre de l'information sur la santé transitionnelle et d'autres infos culturelles, les démarches, l'assistance pour faire des rectifications de documents, accès à l'éducation, accès au travail, etc. Dans cet espace, la communauté trans charge de l'information sur les états des services de la santé. Alors, c'est un aller-retour où on obtient de l'information, mais aussi on produit de l'information pour partager au sein de notre communauté. Nous avons un agenda de revendications depuis l'Assemblée, parmi lesquels l'accès à la santé, les hormones et les traitements médicaux. Une réclamation, maintenant, il y a un arrêt
qui connaît une troisième catégorie X de transexe, ou on continue à réclamer dans un champ ouvert concernant le DNI pour pouvoir inscrire notre option de genre, soit féminin, masculin ou X, parce que nous trouvons que ça ne représente pas toute la communauté non-binaire. Nous exigeons tous l'espace travesti trans, que ça, on ne le respecte pas dans tout le pays. On demande un census de toute la population trans. On a demandé la participation des personnes trans dans le domaine public. On exige l'arrêt des homicides et la reconnaissance des soins médicaux. On a une série de travaux et de publications que vous pouvez trouver dans nos réseaux sociaux, qui a été produit collectivement par cette assemblée de la même façon que cette présentation. Et aussi, nous avons une vidéo que nous allons passer maintenant, dans laquelle d'autres intégrants et intégrantes de notre organisation vont faire des commentaires. Quelle est la situation de santé de nos réclamations? Merci. Je ne sais pas si vous avez la vidéo. L'Assemblée a commencé pour pouvoir la santé intégrale implique une question légale, une question de besoins de base comme le logement ou n'importe quel autre risque de santé mentale. Évidemment, c'est couvert aussi dans ce qui est la santé. Alors, bref, presque tous les sujets de notre vie ou être une personne trans dans un système si sexiste où tes besoins de base sont limités se trouvent dans le domaine de ce qu'il implique. La santé pour l'Assemblée, nous comprenons, nous voyons le concept de santé non comme absence ou présence de maladie, mais comme l'intersectionnalité dans une série d'accès ou non à des droits qui produisent au pire des mieux ou pires conditions de vie. Cette intersectionnalité de nos droits se cristallise dans notre santé, et ça a à voir pas seulement, comme on disait, par une question physique, anatomique ou psychosociale, mais aussi on le voit touché, on voit que ça touché par d'autres variables comme l'accès à l'emploi, l'accès au logement, l'accès à l'éducation.
l'accès aux dispositifs de santé spécifiquement, mais aussi comme on est en train de discuter, l'accès, par exemple, à la vie politique, à la prise de décision dans la vie politique, dans ces politiques publiques, si elles sont exécutées ou non, dans ces secteurs où on est invité ou non de participer de cette vie politique, parmi d'autres variables. Alors, on considère que, comme je disais avant, cette santé intégrale sera toujours conditionnée par cette façon dans laquelle nous pouvons ou non nous développer dans un sens large. Évidemment, il y a un récit parallèle en plus que la moyenne de vie des personnes trans non binaires en Amérique latine en général et en Argentine en particulier. Et même si on a créé un cadre normatif pour améliorer la qualité de vie de nos communautés, nous savons qu'il y a beaucoup de mesures publiques qui nous doivent et des transformations de l'État et de la société civile pour que nos vies soient beaucoup plus vivibles et libre de la violence et de la haine structurelle envers la communauté travestie, trans, non-binaire. Bonjour, je m'appelle Ever, je suis transgenre. Je voulais vous partager mon expérience. Je suis déjà en santé dans une prépayée où on m'a fait une mastectomie programmée. J'ai envoyé tous les papiers qu'on me demandait. Dans 3 jours, je devais répondre. La prépayée devait me répondre. Ils ne m'ont pas répondu. Désormais, il y a commencé un essai de réclame et une suite d'appels en faisant des réclamations de de pourquoi en n'étant pas en train d'accepter mon opération. Et la réponse a toujours été qu'il se trouve que la réponse se trouve en auditorie médical et qui est en processus. Le jour arrivé de l'opération, le processus continue encore. Avec tout ça, on m'a diagnostiqué du cancer qui a aussi besoin d'une intervention chirurgique. Et cette intervention chirurgique, effectivement, a été acceptée, ce qui indique que ce n'est pas un problème bureaucratique de la société prépayée, mais qu'ils qui veulent pas suivre les lois de genre et qui m'avalent pour avoir l'adéquation corporelle que je veux tant dans le système privé comme le public. Alors, aujourd'hui, c'est toujours en procès. Je voulais partager mon expérience en disant que j'ai une société mutuelle. J'ai pris rendez-vous avec une endocrinologue et pendant la consultation, elle m'a dit qu'elle ne recevait pas des cas textuels, hein, des cas de dysphorie de genre. Et elle m'a dérivé à l'hôpital public évidemment, en violant mes droits de l'accès à la santé, c'est-à-dire moi, j'ai une société prépayée, mais j'ai eu l'expérience à la salle d'attente de la Matance, une belle expérience que, hélas, elle a fermé parce qu'elle a été démantelée, mais c'était une expérience de santé intégrale où j'ai pu initier mon traitement hormonal très accompagnée en me faisant les analyses requises avec une psychologue avec laquelle je pouvais discuter. Mais je crois que c'est nécessaire que la santé intégrale soit un accès pour tous et toutes. C'est un droit et comme travestis, trans et non-binaire, il faut avoir cette qualité d'attention. Dans ma situation particulière, par exemple, comme avec ma masculinité non binaire, quand j'arrive à une consultation
amiable ou un espace de santé sexuelle depuis le système de santé. On le comprend spécialement conçu pour les personnes trans et les professionnels disent qu'ils sont spécialistes. Alors, le fait d'être une personne socialisée comme femme et rendre pour mon physique, alors on me traite comme si j'étais un homme masculin. Personne ne me demande mon identité et il ne l'assume pas. Qui que ce soit, l'État ou la personne est en train de décider mon identité pour moi et est en train de me l'imposer. Ou dans la situation d'avoir un accès à une chirurgie d'adéquation où je veux m'enlever mes seins, alors on le mentionne comme masculinisation, ce qui fait qu'on associe une pratique à un genre qui aussi laisse dehors n'importe quelle possibilité d'identité non binaire. Et au moment d'éclaircir mon identité dans la consultation médicale, je veux qu'on me réponde qu'on va m'opérer. Et devant mon non-recul, la réponse a été enlève-toi, déshabille-toi. Et sans les vêtements, déshabillé et avec le professionnel en face de moi, ce professionnel choisit, il veut me toucher mes seins toutes nues. Je crois que tout ça fait à une réaction justement à mon identité. Ou lorsque, après avoir été assumé masculin automatiquement, parce que ce que j'ai expliqué, on me propose une difficulté quant à mes prénoms, alors on va consacrer 15 minutes d'une consultation médicale où on devrait parler de mon corps et de ma santé pour avoir de la difficulté du professionnel d'assumer et accepter mes prénoms. Alors, ça fait, j'ai 38 ans et je ne vais pas chez le médecin. Mais malheureusement, je suis allée me donner le vaccin de COVID et ça m'a entraîné un excès d'anxiété et de peur à m'exposer au système médical de santé. Depuis l'Assemblée, nous comprenons que la santé intégrale inclut les soins qu'on reçoit comme communauté. Pas seulement on est organisé pour garantir l'accès à tous nos droits, mais aussi face à l'urgence. Par exemple, lorsque un camarade ou une camarade se trouve dans une situation de pleine vulnéralisation, qu'on sait que ce sont des situations fréquentes, mais en tant qu'Assemblée, nous systématisons les apprentissages de ces pratiques récurrentes que nous avons dans la communauté, qu'ici, on dit le consolement. Ici, comme ça, nous accompagnons et, et c'est là où il ne se trouve pas l'État ni nos familles de sang. Et on construit d'autres façons de nous accompagner et de nous soigner. Nous en construisons depuis l'expérience dans les accompagnements communautaires de façon organique, de l'accès et à la santé intégrale. Et cette année, spécifiquement, nous approfondons sur l'accès à la santé mentale. Nous générons des articulations avec l'État dans ces différentes institutions, comme par exemple un hôpital public ou avec des programmes spécifiques comme le programme de renforcement en droit travesti, trans et non-binaire du ministère de Femmes, Genre et Diversité et aussi avec des espaces de santé communautaire, soit pour rapprocher à nos camarades à leurs droits, mais aussi pour pouvoir nous construire un cadre pour nous-mêmes pouvoir accompagner de façon collective, mais avec les outils spécifiques que peut-être depuis nos expériences de vie, on ne les a pas.
Je crois qu'il faut aller au déjeuner. On recommence dans 1 heure. On va au déjeuner.